41,5 milliards de dollars américains, c'est le coût global du programme 2024-2028 de Moïse Katumbi et d'Ensemble pour la République, dévoilé le lundi 13 novembre dernier par le coordonnateur, non pas par le coordonnateur, mais par le délégué général en charge des finances et mobilisation de ressources de ce parti, mais également aux représentants de Moïse Katumbi dans l'espace Grand Katanga. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité qui reçoit pour vous Christian Mwando. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ancien ministre du Plan, ancien ministre provincial des Finances. C'est un plaisir. On va parler essentiellement de ce programme Alternative 2024. Oui. En détail, on va essayer de décrypter, d'analyser les différentes propositions de votre candidat et de votre parti. Mais avant, rapidement, on parle de l'actualité qui se passe actuellement à Malemba Nkulu. C'est votre espace, en tout cas le Grand Katanga, au niveau de Ensemble pour la République. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Bon, cette situation est une situation déplorable que nous n'avons pas manqué de condamner. Vous avez suivi le message de Moïse Katumbi. Nous devons cultiver en tant que fils de ce pays le vivre ensemble. Le vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel. Cet acte ignoble doit être sanctionné. La justice doit pouvoir faire son travail, rattraper les coupables et les sanctionner sévèrement. C'est ça que nous pouvons espérer et appeler tout le peuple au Katanga et au Kasaï, partout à travers le territoire, à une communauté, à vivre dans la paix et à ne pas céder aux appels des uns et des autres, à la haine tribale, à la haine ethnique, parce que nous sommes Congolais et nous sommes condamnés à vivre ensemble dans la paix. Mais il n'y a pas que le Katanga, il n'y a pas que l'espace Grand Katanga, il y a la Chopo, il y a l'ex-Bandundu avec le Poimonte. D'après vous, qu'est-ce qui justifie cette montée, cette exacerbation du communautarisme ou du tribalisme dans notre pays depuis quelques années maintenant? Et je pense que c'est le comportement des autorités. J'ai l'impression que les autorités ont exacerbé eux-mêmes le tribalisme. Et en plus, il y a cette absence d'autorité, je veux dire, dans les territoires où la police, l'armée et autres ne font pas exactement leur travail. Et donc, le fait aussi que la souffrance augmente a tendance aussi à exacerber aussi les divisions, parce qu'il y a la haine et la jalousie qui naît entre les communautés. Et en ce moment-là, lorsque vous avez un pouvoir qui est faible, évidemment, on arrive à des querelles entre ethnies et entre tribus. Vous, on entre déjà dans le vif du sujet dans le cadre de votre programme. Qu'est-ce que vous proposez pour que la RDC puisse se renouer avec le vivre ensemble? D'abord, c'est augmenter, en fait, de par la hiérarchie, cet aspect de pouvoir avoir une rotation à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, on doit cesser avec cette histoire, par exemple, nous avons demandé, par exemple, pour ce qui concerne la police, l'armée et autres, que les commandants ne soient pas des originaires du coin. Donc, mettre fin à la politique, mettre en place une politique de non-originaires. De non-originaires, bien entendu, en ce qui concerne surtout les services de sécurité et les services de justice. Et en ce moment-là, également, faire en sorte que lorsque nous sommes dans des communautés données, qu'on donne quand même une priorité aux gens qui vivent sur place. Parce que lorsque les gens qui vivent dans une communauté donnée, sur un territoire donné, ont l'impression qu'ils sont marginalisés et que c'est seulement les nouveaux venus qui ont accès aux biens matériels et à certains avantages, ça crée des frustrations internes et ça crée des conflits. Et surtout des avantages peut-être étatiques, parce que quelqu'un peut venir exercer en privé. S'il exerce son commerce ou ses activités privées, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ce sont des avantages indus, étatiques, qui donnent l'impression qu'il y a des privilégiés et des exclus, c'est ça qui crée les divisions. Il faut que le Congolais se sente solidaire, qu'il y ait une solidarité qui soit
créé et qu'il y ait une inclusivité dans tout ce qui est fait au niveau de l'État. Juste, il faut rappeler que le conflit au niveau de Kwamonto, dans le Bandundu, c'était un conflit des terres parce que certains ne s'estimaient pas non plus, ils estimaient que leurs droits n'étaient pas respectés, les autochtones surtout. Donc c'est une problématique quand même assez importante. C'est une problématique très importante. Et là, ce sont des choses qui ne se règlent pas par la violence. Il faut que l'État développe une stratégie de dialogue intercommunautaire. Il faut associer les autochtones, il faut parler et favoriser le dialogue entre les personnes de différents groupes et ne pas prendre parti nécessairement pour l'un ou l'autre camp, ce qui exacerbe parfois les conflits. Donc je pense que dans cette matière-là, la conciliation entre les peuples est quelque chose de plus important que la répression. Les politiques, vous y êtes pour beaucoup dans l'exacerbation du tribalisme. Bon, souvent ce sont des politiques faibles. Lorsque un politicien est faible, il se replie sur sa tribu et... Il tire trop sur la corde tribale. Exactement. Parce qu'on n'a pas de discours, parce qu'on n'a pas de proposition à faire à un peuple, on commence à exacerber la fibre tribale qui devient une fibre simplement sentimentale. Alors que lorsque un politique a des arguments et qu'il est sûr de convaincre, il n'a pas besoin de cliver les gens. Le clivage vient des gens qui manquent d'assurance et qui n'ont pas de proposition à faire que se baser sur la fibre sentimentale. Et ce n'est pas le cas avec vous, ce n'est pas le cas. Pour la République. En tout cas, Ensemble pour la République, vous voyez même par la composition du parti, de son leadership, que c'est un parti qui a beaucoup de diversité et qui inclut tout le monde. Tshisekedi risque de dire pareil, hein, la composition de son cabinet, vous avez un directeur de cabinet qui est du Katanga, vous avez plusieurs membres qui sont issus d'autres d'autres communautés ou d'autres tribus, d'autres provinces, mais... Bon, moi je ne veux pas, je laisse le peuple juge par rapport à tout ce qui se passe, parce que quand j'ai lu sur certains réseaux sociaux aujourd'hui, les commentaires des gens sur la composition même de la structure de l'appareil sécuritaire aujourd'hui, il y a des questions qui méritent d'être posées lorsqu'on voit le ministre de l'Intérieur, lorsqu'on voit le ministre de la Justice, lorsqu'on voit le procureur général, lorsqu'on voit toute cette composition qui semble quand même sérieusement orientée. Et ce sont des choses qu'il faut véritablement corriger. Allez, on continue de parler du programme 141,5 milliards de dollars américains, coût global de ce programme que vous avez eu à présenter. Et beaucoup de gens se sont posé la question de savoir, mais pourquoi vous? Non, il y avait deux choses. La première, je suis bien dans mon secteur, en tant qu'un ancien ministre d'État et au plan. Et puis de deux, le président Moïse étant empêché, parce qu'il était rentré seulement la veille en République démocratique du Congo et n'a pas pu voyager à temps. Le secrétaire général étant retenu dans la réunion qu'il y a eu entre les candidats, il représentait le président Katumbi à cette réunion, à la cellule, le même lundi. Kamitatou Olivier étant aux négociations en Afrique du Sud. Donc, sur le plan protocolaire, j'étais la personne du comité directeur la plus préséante et qui était donc chargée de faire cette présentation. La raison a avancé quand même par rapport à l'absence de Katumbi. Certains ont trouvé que c'était quand même assez légère. Refuser de venir présenter son programme pour assister à une finale d'un match de foot. Écoutez, je crois que les gens ont pris seulement la finale de match de foot. Mais je veux vous dire... En tout cas, c'est ce qu'on a vu. C'est ce que vous avez vu peut-être en image, mais c'était la veille. Mais Moïse Katumbi ne s'est pas déplacé seulement pour ça. Il y a des raisons qu'on ne peut pas dévoiler devant la télévision. Moïse Katumbi a été absent pendant pratiquement une semaine de la République démocratique du Congo parce qu'il avait des contacts importants à faire.
4 transformations que vous proposez dans votre programme. Ouais, j'ai pris le temps de lire. On dit, les Congolais ne disent pas ainsi, moi j'ai pris le temps. 4 transformations. Alors on commence par la première ou les premières transformations. Ce sont les transformations institutionnelles. Vous prévoyez d'allouer pour les 5 prochaines années 11,3 milliards de dollars américains. Pourquoi faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les questions sécuritaires, la défense nationale. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays, qui a été remis au président Tshisekedi entier, le pays a perdu des morceaux du pays parce que nous avons un problème très sérieux avec notre armée. Et vous avez constaté que le chef de l'État, tout le système sécuritaire, au lieu de s'organiser, de renforcer l'armée, de devenir véritablement une puissance militaire, hein, nous passons notre temps à nous plaindre à travers le monde, à pleurnicher. Nous ne serons pas un gouvernement de pleurnichards. Nous devons renforcer notre armée parce que c'est avec une armée forte qu'on va faire respecter notre pays. Mais pour renforcer cette armée, il faut, 1, former l'armée. 2, il faut motiver l'armée. Aujourd'hui, ce n'est pas normal, et nous le disons à répétition. On ne peut pas avoir des militaires qui sont payés 150, 200 dollars pour aller faire le front et avoir à côté des mercenaires qui sont payés 10 fois plus ou 20 fois plus. Et ça pose un problème réel. Deuxièmement, en ce qui concerne le cadre du commandement, hein, nous avons décidé que les promotions, le commandement doit être confié à des gens qui ont déjà montré leur valeur militaire et qui sur base d'un recrutement objectif. Il faut également considérer que les conditions de vie des militaires, aujourd'hui, lorsque un militaire meurt au front, mais je crois qu'il ne se passe pas plus beaucoup de temps avant que sa femme, ses enfants et autres soient chassés du camp. Parfois, il y a des militaires qui vont au front et qui doivent être rejoints par leurs épouses qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, tout ça doit être réglé. Il y a la construction des camps militaires et autres. La même chose pour la police que nous devons restructurer. Il y a dans cet aspect institutionnel un élément aussi important. C'est la justice. Vous savez que notre pays a un problème très sérieux et aucun pays au monde ne peut se développer sans justice. Tous les pays au monde, c'est la première bataille d'une vraie démocratie et d'un véritable état de droit. Pourquoi? Parce que lorsque la justice fonctionne, tout le reste suit. Moi, je peux vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, si par exemple la Régie des eaux ou la SNEL s'amuse autant avec la population, c'est parce que justement la justice ne fonctionne pas. Dans des pays organisés, mais vous me privez du courant pendant une semaine alors que j'ai droit à y accéder. Mais vous allez me dédommager. Et vous saviez que si la justice s'occupait de ce genre de problème, les choses seraient meilleures. Donc, vous comprenez que dans ce cadre institutionnel, il y a beaucoup. Il y a la sécurité, il y a l'armée, il y a la justice. Il y a les renseignements. Il y a les renseignements. Vous avez tout à l'heure effleuré la problématique de renseignement. Quelles sont les réformes que vous comptez initier aussi bien au sein des renseignements militaires que renseignements civils? Au niveau, par exemple, de l'ANER, nous avons proposé que l'ANER rentre sous la direction du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'ANER dépend directement de la présidence de la République. Ce qui n'est pas normal. Le président de la République étant irresponsable devant le Parlement, c'est-à-dire que le Parlement ne peut pas interpeller l'ANER qui est un service présidentiel. Alors que si l'ANER est un service gouvernemental, c'est-à-dire dépendant du ministère de l'Intérieur, à tout moment, il y a un contrôle parlementaire qui peut s'exercer là-dessus. Il y a aussi la professionnalisation de l'ANER. L'ANER fonctionne aujourd'hui avec des collaborateurs qui n'ont pas le niveau. Il y a aussi la réduction du champ d'action de l'Agence nationale de renseignement. Aujourd'hui, quand il y a une bagarre dans un ménage, l'ANER intervient,
vient d'arrêter le mari, il y a une dette, vous avez une dette à la cité, vous voyez quelqu'un de l'ANER qui intervient, et donc l'agence de sécurité perd son temps dans des banalités. Il faut restreindre et plus focaliser l'action de l'Agence nationale de renseignement. Donc voilà un peu les quelques actions qui doivent être menées, notamment à ce niveau-là de la sécurité. On va tout de suite entamer, on va entamer bientôt la deuxième transformation, mais vous prévoyez également de construire 3 bases militaires au nord, sud, Kivu et Ituri. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi là-bas? Parce que ce sont les zones qui ont de tout temps été les plus fragiles ou les plus fragilisées de par les ambitions de nos voisins tels que le Rwanda ou l'Ouganda, qui aujourd'hui ont vraiment des velléités sur ces parties-là. Il faut que ces bases soient construites, qu'il y ait une armée aguerrie vers ce côté-là pour pouvoir faire de la dissuasion vis-à-vis de la gourmandise de nos voisins. Gourmandise de nos voisins, on demande actuellement, vous avez, parce qu'on parle de la sécurité, le départ de la MONUSCO, vous êtes pour ou contre? Le départ de la MONUSCO, il y a à boire et à manger, parce que dire que la MONUSCO doit partir comme ça brusquement, je crois que c'est mettre notamment Goma en danger. Parce que on aime ou on n'aime pas la MONUSCO, si nos ennemis n'arrivent pas à progresser comme dans une tomate, s'ils le voulaient, c'est parce que je crois qu'il y a quand même cette pression de la communauté internationale avec la présence de la MONUSCO à Goma. Donc vous, au pouvoir, la MONUSCO va rester? Non. La MONUSCO n'a sa raison d'être que parce que nous n'avons pas une armée suffisamment forte. Mais à partir du moment où nous programmons d'avoir une armée aguerrie avec les réformes qui doivent être faites, la MONUSCO n'a pas de raison d'être au Congo. Parce que nous avons une MONUSCO qui est là depuis 20 ans. Mais qu'est-ce qui change par rapport à ça? Non, c'est parce que nous sommes faibles que la communauté internationale est là. Mais si nous devenons forts en 6 mois, 1 année, la MONUSCO doit nécessairement partir et quitter le pays. Qu'est-ce qu'on fait avec le M23? D'un côté, allez rapidement, le M23 d'un côté et les Wazalendo de l'autre par exemple. Mais tous ces groupes armés que je peux appeler, ou les groupes armés sous-traités, doivent être désarmés, doivent être dissous. On doit le faire. Par la force. Par la force, bien entendu. Pas par des négociations. Non, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pose comme problème au niveau des négociations? C'est parce qu'on s'est rendu compte que de tout temps, les négociations sur négociations, les mêmes personnes reprennent toujours les armes et reviennent sur le même chemin. Donc, le seul langage que tous ces groupes armés doivent comprendre, c'est la force. Et aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de bons groupes armés et de mauvais groupes armés. Tous les groupes armés, sans exception, doivent être désarmés pour que seule l'armée et la police aient le monopole de détenir les armes. On entame la deuxième transformation, c'est l'économie. Vous comptez consacrer 7,1 milliards de dollars, il n'y a que des milliards. Hein. Il faut comprendre un programme quinquennal. À l'agriculture, créer une banque d'investissement agro-industriel, créer 143 institutions d'enseignement. Bref, qu'est-ce que vous comptez, comment vous comptez transformer l'économie congolaise? L'économie congolaise souffre de plusieurs maux, mais on ne va pas y revenir parce que la plupart de ces maux sont connus. D'abord, c'est le manque de diversification. Vous savez que l'économie congolaise est essentiellement assise sur l'exploitation de l'industrie extractive, donc les mines essentiellement aujourd'hui, donc le Katanga particulièrement, et le reste, c'est le commerce, import-export. Il n'y a plus d'industrie au Congo. Il n'y a pratiquement plus ça. Le secteur industriel ne représente pratiquement rien. Or, sans la transformation sur le plan industriel, on ne peut pas prétendre à atteindre un niveau de développement. Donc, pour nous allons commencer par revaloriser l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, nous pouvons revaloriser l'agro-industrie.
vos prédécesseurs ont dit pareil, hein, la revanche du sol sur le sous-sol, mais après, quand vous regardez la quote-part de l'agriculture dans le budget, vous dites, bon, c'est un peu la pauvre. Mais justement, nous avons prévu de revaloriser la quote-part de l'agriculture dans le budget. Et aujourd'hui, lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas ni encadrement agricole, ni suivi sur le plan de l'amélioration au niveau des semences et autres, l'Institut national de recherche agronomique est abandonné et l'INERA. Donc, ce sont des choses qui devaient marquer quand même un mandat. Et aujourd'hui, il est important de savoir que pour nous, l'agro-industrie est une priorité. Et qui dit agriculture ne peut pas parler de l'agriculture sans parler des routes de dessert agricole. Aujourd'hui, les paysans sont découragés parce qu'il n'y a pas de route à l'intérieur. Qui parle également de la transformation de l'énergie, c'est pour ça que je vous dis que tout est lié dans ce programme. On ne peut pas parler de l'industrialisation d'un pays sans énergie. Aujourd'hui, l'énergie électrique pose un problème au niveau du pays. Donc, il y a des réformes qui doivent se faire pour consolider l'alimentation en énergie électrique notamment. Et vous mettez un accent particulier sur, vous avez parlé des routes de dessert agricoles, avec la création d'un corps des cantonniers où vous voulez injecter 14,2 milliards de $. Pourquoi autant d'importance à l'endroit de ces cantonniers qu'on a tendance à, allez, on va le dire, à banaliser souvent? Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Le Congo souffre de manque d'intégration entre les différents coins du pays. Les gens qui sont à l'arrière-pays sont pratiquement enclavés. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous avez été à l'intérieur du pays, il n'y a plus de route. Je ne sais même pas comment les gens vont pouvoir faire la campagne. Or, quand il n'y a pas de route, qu'est-ce qui se passe? C'est que la production agricole chute, puisque les agriculteurs ne peuvent pas évacuer leurs produits. Et les commerçants ne peuvent pas accéder aux lieux d'achat. Donc, les produits agricoles sont transportés par vélo. Peut-être même les motos, il n'y en a même pas, pratiquement plus. Par vélo ou à pied, à dos d'homme. Et en ce moment-là, ça pose un problème. Donc, pour nous, il faut réhabiliter ces routes de dessert agricole. Et en même temps, il ne faut pas seulement les refaire et puis partir. Il faut les entretenir. D'où l'importance des cantonniers. Et je vais vous dire une chose sans vous interrompre. Comment nous avons fait au Katanga quand le président Katumbi parle de la manière dont on a fait cesser la guerre au Katanga dans les 4 mois qui ont suivi sa prise de pouvoir. Tous ces groupes armés que nous avons à travers le pays, la plupart des jeunes qui sont dans ces groupes armés, c'est à cause de quoi? C'est la faim, c'est le chômage. Ces gens peuvent être réutilisés justement comme cantonniers. Si vous avez des gens qui font un cantonnage manuel, c'est ce qu'on appelle la méthode IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Hein, tous ces gens peuvent être récupérés. Avec un départ d'un salaire, par exemple, de $100 par mois par cantonnier, vous allez voir que tous ces gens-là peuvent être récupérés et réinsérés dans la société. D'ici la fin de l'émission, vous nous direz où est-ce que vous comptez trouver tout cet argent qui se chiffre en des milliards de dollars. Et vous comptez, on reste dans la transformation structurelle, vous comptez créer 143 institutions d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Oui, ce n'est pas, je pense qu'il y a une coquille, c'est 145. 145, on regarde de nombre de territoires. Parce que nous considérons, parce que ce que vous parlez comme changement qu'on veut faire dans les institutions est lié aussi à la question de l'éducation. Parce que nous allons peut-être y revenir dans le social. La question de l'éducation, nous avons dit que nous voulons privilégier l'éducation, l'enseignement technique. L'enseignement technique, parce que aujourd'hui, la formation qui est faite à travers notre pays
concerne essentiellement les gens qui doivent être déversés à l'université pour finalement sortir et ne pas avoir de boulot. Vous nous avez fait croire que si vous êtes licencié, vous deviendrez tout de suite. Et c'est ça aussi l'image que vous nous avez renvoyée. C'est le concept qui a été mis dans nos têtes par les Belges et nous avons poursuivi sur cette lancée qui est une mauvaise lancée. Aujourd'hui, quand nous disons une école technique dans chaque territoire, c'est des écoles justement où on doit apprendre notamment les techniques agricoles en fonction des spécificités de chaque province. Aujourd'hui, dans notre pays, je le disais la fois passée, c'est très difficile de trouver même un plombier, de trouver un électricien. Les hommes de métier sont très rares. C'est un menuisier. Ce sont ces choses-là. C'est peu valorisé, c'est peu valorisant. C'est ça aussi. C'est peu valorisé ou peu valorisant pour qui? Je crois que c'est parce que justement, on a cru qu'avoir de la valeur, c'est faire l'université et on a laissé de côté les hommes de métier qui constituent dans tous les pays du monde la véritable classe moyenne. Donc, c'est pour apporter cette correction-là que en conformité avec les transformations que nous allons faire sur le secteur éducationnel, que nous comptons créer 145 écoles techniques pour accompagner notamment le secteur agricole. Alors on y est déjà dans la transformation. On a parlé de les transformations institutionnelles, transformations structurelles de l'économie. La troisième transformation que vous comptez mettre en place une fois au pouvoir, ce sont les transformations sociales. Et là, il y a l'éducation, vous aviez déjà commencé à parler de ça, mais il y a également la santé dans l'éducation. Mais je parle de l'éducation, vous revenez, vous insistez, et là, en lisant le programme, je dis, mais ensemble, ils sont un peu sexistes. Ils insistent sur la formation technique professionnelle, surtout pour les filles. Pourquoi pour les filles ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler véritablement de l'égalité homme-femme si véritablement aujourd'hui on laisse la jeune fille dès l'école primaire et l'école secondaire abandonner sa scolarité. Aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans les villages et même le retard que prennent les femmes dans les institutions est dû aussi au nombre peu élevé des gens qui ont été hautement formés depuis le bas âge. Il y a plus d'hommes qui sont mieux formés que les femmes. Ça, il faut le reconnaître. Donc, pour nous, on commence par les fondamentaux. C'est-à-dire, vous verrez dans le programme que nous insistons sur la nécessité de maintenir la jeune fille à l'école pendant, en tout cas, au moins le premier et le deuxième cycle. Pour permettre justement, parce que c'est cette jeune femme bien formée qui, même sur le marché de l'emploi, va faire face à l'homme. L'égalité homme-femme ne doit pas être une égalité décrétée. Ça doit être une égalité construite à partir de la base. Donc, c'est tout à fait normal qu'on tienne à ces fondamentaux-là. Là, vous parliez de l'éducation de manière ou de l'enseignement général, mais là, ici, vous insistez sur la formation technique et professionnelle. On vient tout de suite de parler des métiers. Vous dites pourquoi vous insistez à ce que les femmes ou les jeunes filles puissent aller se tourner vers ces types de formations plutôt techniques Non, notamment, je crois qu'on voudrait quand même qu'il y ait cette égalité dans les deux sens, parce que dans la mesure où, par exemple, à l'intérieur, vous savez que les travaux, par exemple, des champs et tout ça, les femmes, en général, sont très impliquées là-dedans. Donc, on ne voudrait pas qu'elles se limitent au rôle avec la pioche ou la houe. On voudrait qu'elles soient aussi dans l'encadrement technique pour tous ces travaux qui peuvent se faire à l'intérieur, pour pouvoir la valoriser aussi au niveau des communautés à partir de la base. C'est quoi une délégation générale à la jeunesse auprès de la primature? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'une délégation générale, c'est-à-dire qu'il y aura un délégué général, quelqu'un qui sera chargé de suivre ces questions-là au niveau de la primature pour leur donner un peu plus de poids. Juste ça, c'est une façon pour Ensemble pour la République de dire que non, mais j'ai un œil regardant sur tout ce qui se passe au niveau de la jeunesse. De la jeunesse et de la famille.
Alors, vous comptez également mettre en place des centres d'incubation et innovation pour les jeunes et les femmes. Oui. Concrètement, ça se passera comment? Ce sont des centres où on va mettre les gens dans la pratique professionnelle. C'est-à-dire, lorsque par exemple les groupes de jeunes femmes ou de jeunes gens terminent leurs études ou leur cursus, il faut trouver des endroits où ils peuvent avoir des formes de stage sur la réalité du métier qu'ils doivent exercer, et en même temps on leur permet, parce que vous voyez que comme le programme est lié, il y a ces banques d'investissement ou des crédits qu'on doit créer pour pousser ces jeunes gens, après une formation en incubation, à créer leurs petites entreprises, les micro-entreprises ou les entreprises personnelles. Parce que nous espérons, nous pensons que nous devons sortir les jeunes de l'idée de toujours aller chercher un emploi. Il faut créer. Il faut que les jeunes, de plus en plus, pensent, quand moi je vais terminer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ceci, faire cela, mais pas seulement penser que non, on va m'engager à tel ou tel autre endroit. Donc ça, c'est quelque chose que nous trouvons de capital, parce que c'est justement ces petits employeurs qui seront ces jeunes, qui peuvent être, il y a des entreprises même unipersonnelles, qui vont créer la véritable classe moyenne. Mais pour ça, il faut des centres d'incubation où on leur apprend comment on peut mettre en œuvre tout cela. La transformation sociale, je le dis tantôt, il y a également la santé, et on sait, on le voit, on le traite, il ne faut pas qu'on se leurre, que Moïse Katumbi ensemble sont très impliqués dans tout ce qui est santé, avec construction, réhabilitation des centres de santé à travers le pays. Mais là, ce qui m'a un peu interpellé, vous comptez mettre en place un partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Oui. Il s'agira de quoi exactement? On va privatiser, ça sera un mélange aussi, comme le nom l'indique, partenariat public-privé. Oui, exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a constaté que les hôpitaux, les centres de santé qu'on a laissés exclusivement dans les mains de l'État ont dépéri. Il n'y a pas un bon suivi. Par contre, ce qu'on voudrait, ce partenariat public-privé, c'est par exemple ce qui se fait dans le cadre des écoles. Vous avez les écoles conventionnées catholiques, conventionnées protestantes, ainsi de suite, où il y a les conventions entre l'État et le secteur privé qui sont les confessions religieuses, par exemple. On voudrait, dans le même schéma, avoir ce genre de partenariat dans le secteur médical. Comme c'était dans le temps, on dit, bon, voilà, on peut donner, par exemple, à certaines structures, par exemple, à l'évêché, un évêché, par exemple, de Calémie, on dit, bon, l'évêché de Calémie, est-ce qu'on ne peut pas signer un contrat avec vous pour travailler en partenariat avec l'État pour tel ou tel centre médical qui pourrait se retrouver dans un endroit reculé et difficilement accessible, parce que les privés, notamment les organisations non gouvernementales, ont aussi une vocation sociale. Ce partenariat permettra d'une part à l'État d'avoir un œil regardant sur ce qui se fait, mais d'autre part à l'État de ne pas pouvoir négliger par le fonctionnariat les biens qui sont les biens de l'État, parce que nous sommes convaincus que nous ne voulons pas faire d'un État un État qui est basé seulement sur les fonctionnaires. Nous pensons que l'initiative privée est beaucoup plus efficace que les fonctionnariats de l'État, parce que souvent, lorsque l'État s'accapare des biens, ces biens ont tendance à être abandonnés. Mais c'est beaucoup plus coûteux également pour la population. Quand vous allez dans un hôpital de l'État, vous payez moins que dans un hôpital où il y aura ce partenariat public-privé. En tout cas, si on fait le parallélisme avec des écoles conventionnées qui coûtaient quand même un peu plus cher, ou qui coûtent beaucoup plus cher que des écoles mais ça sera le rôle, étatiques. Ça sera le rôle de l'État que de subventionner, de pallier aux écarts de prix en subventionnant soit l'enseignement, soit la santé.
On termine, soit l'enseignement, soit on verra. Je dis transformation, c'est la dernière, je cours derrière le temps, on me fait signe qu'on va commencer, qu'on doit commencer à atterrir et on reste une dernière transformation. Pour moi, je pensais que ça allait être la première, c'est la transformation durable. Oui. Et là, vous ne réservez que 2,8 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. C'est quand même très peu pour un pays qui a une ambition d'être la locomotive dans le domaine, en la matière. Oui, mais vous savez, dans les transformations durables qui concernent essentiellement l'environnement, nous espérons plutôt que de dépenser de l'argent dans ce secteur, nous espérons plutôt en récolter. Parce que, en ce qui concerne le crédit carbone, nous n'avons pas suffisamment mis l'accent sur le fait que nous devons réclamer au monde qui nous demande de protéger cette biodiversité et ces forêts et comment, les tourbières et autres. Nous n'avons pas suffisamment reçu en retour du monde ce qui est dû. Ce que nous voulons maintenant, c'est mettre cet accent-là sur la protection des forêts, mais également sur ce que notre pays doit recevoir en contrepartie. Parce que nous demander, d'une part, de ne pas exploiter, par exemple, le pétrole qui se trouverait, par exemple, dans les parcs, notamment, ça doit avoir une contrepartie. Et donc, nous espérons, justement, allier développement et protection de la nature. Développement et protection de la nature pour ce programme quinquennal de Moïse Katumbi et d'Ensemble pour la République, estimé, je le rappelle, à 141,5 milliards de dollars. Vous comptez en ressources propres, essayer de ramener 113 milliards, si je ne me trompe pas. Exactement. Par quelle magie? Par quelle magie? Bon, vous savez qu'avec au jour d'aujourd'hui, avec ce qui existe déjà et qui n'est pas parfait, on est déjà autour de 12-13 milliards de dollars par an. Et nous allons passer en moyenne à 28 milliards de dollars par an. Mais il y aura deux choses. D'abord, il y a la transformation de l'économie, comme on l'a dit, l'agriculture qui doit monter en puissance pour créer les agro-industries. Il y a l'exploitation de tout ce qui n'est pas encore exploité. Est-ce que, Madame Odia, vous vous êtes déjà posé la question une fois, pourquoi tout ce pétrole dont on nous parle depuis tout le temps, on n'arrive pas à conclure pour véritablement l'exploiter? Pourquoi depuis 5 ans on parle du lithium qui existe comme nous aurons les plus grosses réserves au monde? On n'arrive pas à démarrer l'exploitation. Vous avez vu. Mais il y a des projets avec la Zambie, vous êtes mieux placé pour nous parler de ça. Ces projets n'avancent pas parce qu'il y a toujours l'aspect qu'on n'a pas touché ici, l'aspect de la corruption, qui gangrène le bon déroulement de tous ces projets. Si ces projets étaient mis en exploitation, regardez, quand vous regardez dans le Gaben, dans la Grande Orientale là-bas, vous avez une cuvette avec le carburant, si vous voulez le pétrole, et qui va se terminer en Ghana. En Ouganda. L'Ouganda qui exploite déjà. L'Ouganda exploite, le Congo n'exploite pas. Alors, ce sont des choses incompréhensibles. C'est pour ça que vous verrez que dans le programme, nous avons fixé un deadline, par exemple, pour le lithium, qu'au plus tard, en 2026, on doit commencer à exploiter notre lithium. Et toutes ces exploitations, il y a des contentieux énormes, notamment avec l'Angola. Ces contentieux n'ont jamais été réglés sur l'exploitation du pétrole congolais. Et donc, tous ces éléments-là, tous ces aspects, il y a la focalisation. Vous avez vu la grosse mafia qu'on a failli faire ici, ou qui est en cours de faisabilité, pour tout ce qui est le Kimon. Tout ce qui est exploitation d'or, tout ça, où on a vendu, où on veut brader à des gens qui n'ont même pas de capital, tout le capital, toutes les ressources de l'Est de la République. Donc,
Tout ça, lorsque nous mettons fin à la corruption et que nous commençons l'exploitation réelle de nos richesses, parce que aujourd'hui, tout le monde crie au loup quand on dit 28 milliards pour le Grand Congo. Oui, vous avez eu à faire ça aussi. Avec 100 millions. Vous avez eu à faire ça quand Tshisekedi avait par exemple dit le budget sera de 16 milliards, de 10 milliards. On vous a vu faire pareil. Faire pareil, ça veut dire... C'est-à-dire crier au loup, non pour dire que ça n'allait pas être possible. Je crois que le budget que nous avions présenté en 2018 était plus ambitieux d'ailleurs que ce que Tshisekedi avait présenté. Donc nous sommes dans la logique de dire que le Congo, c'est un grand Congo avec 100 millions d'habitants. Quand vous regardez l'Angola, qui a moins de richesses que le Congo, leur budget aujourd'hui, c'est presque 5 fois le budget du Congo. Tout est dans la mobilisation, dans notre capacité à mobiliser. Dans la capacité à mobiliser, dans notre capacité à transformer notre économie, dans notre capacité à lutter contre la corruption. Parce que la corruption, dans notre pays, c'est une vraie gangrène. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent venir investir. On commence par leur demander de donner de l'argent. Et les gens se rétractent. Et si on met fin à cette pratique, et c'est pour ça que je vous dis que ce programme, il y a une interrelation. Quand je parle de la corruption, je parle de la justice, je parle du développement de l'économie. Vous voyez que tout ça est interrelié et ce n'est pas en faisant une chose qu'on va résoudre tous les problèmes. Non, il faut faire le tout en même temps pour qu'on puisse booster et l'économie, et le budget, et le social. Christian Mwando, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rapidement, une question. Là, on est déjà parti, c'est la campagne, ça y est. Mais est-ce qu'on peut encore parler d'une candidature commune de l'opposition? Oui. C'est en cours de négociation. Vous avez raison, on peut encore y croire. On peut encore y croire. On peut continuer à y croire même jusqu'à la veille de l'élection. En tout cas, je sens dans les uns et les autres qu'il y a une réelle volonté de présenter une candidature unique. Et ce serait une bonne chose pour tout le monde. Alors là, on en saura un peu plus dans les jours qui viennent, mais aujourd'hui, on voulait plus vous écouter, essayer de passer en revue, c'est que moi, je considérais peut-être comme les grandes lignes de votre programme Alternative 2024, le programme de Moïse Katumbi et de Ensemble pour la République. Un mot de la fin, parce que je sais que c'est parti et je risque de ne plus vous revoir jusqu'en 2024. Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez pour expliciter un peu pour le grand public ce programme, travail que vous venez de faire avec beaucoup de professionnalisme, parce que c'est rare de voir des journalistes s'imprégner de la matière. Souvent, on est un peu vague dans cette matière-là. Et juste un mot à la population, aux auditeurs qui nous suivent, pour dire que le peuple congolais ne doit pas perdre espoir. Avec de la bonne volonté, avec du sérieux, avec de la responsabilité, un nouveau Congo est possible. On se dit au revoir, à très très bientôt. Ça y est, c'est le démarrage de la campagne. Ça va aller dans tous les sens, mais nous, on sera là pour vous informer, pour vous donner, essayer d'échanger, d'analyser avec vous les programmes des uns et des autres, mais je ne saurais terminer ou commencer, démarrer la campagne électorale, moi en tant que journaliste, sans avoir une pensée à un confrère, à un ami qui est toujours incarcéré. Donc toutes mes pensées vont à Stani Boujakera. On espère te revoir très bientôt pour continuer avec ce travail que tu fais tellement bien et tu nous manques. Stani, force à toi. Alors, on se dit au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité en attendant. Prenez soin de vous.